Bonjour. Alors moi, je vais vous parler des actualités sur la facturation, côté poste, et puis également actualités conventionnelles, le point traditionnel que vous connaissez tous. Alors, facturation AMO en libéral. On va tout d'abord parler des évolutions à venir sur le poste PS par le biais des avenants. Donc, la première évolution, santé sexuelle, le retour, puisque l'année 2022, comme vous le savez, a mis à l'honneur les évolutions qui ont été promues par les pouvoirs publics en matière de santé sexuelle, avec le plan gouvernemental qui a été mené par le gouvernement sur le sujet, avec la première mesure, comme vous le savez, c'est l'avenant 34 qui a été porté sur le poste par l'avenant 34, c'était l'extension de la prise en charge intégrale des contraceptifs pour la tranche d'âge 18-25 ans. Et le PLFSS 2023 porte une mesure qui a été largement médiatisée par le ministre de la Santé et de la Prévention, M. Braun, et qui permettra d'étendre la prise en charge intégrale de la pilule du lendemain, la contraception d'urgence, pour l'ensemble des femmes, quel que soit leur âge. Aujourd'hui, cette pilule est prise en charge uniquement pour les mineurs. Donc, cette mesure, nous y travaillons activement, puisque, indépendamment du fait qu'elle nécessitera pour sa mise en œuvre effective un décret, une fois que la loi sera promulguée, le ministère de la Santé nous demande d'être prêt au 1er janvier prochain. Donc, on aura une lettre de couverture dans l'attente de la loi et du décret. Et l'évolution donnera lieu à une nouvelle version de l'avenant 34, une version V1.2. Elle portera les éléments suivants. Donc, ça sera prendre en compte la nouvelle catégorie de bénéficiaires, puisque là, toute la population des femmes pourra prétendre à obtenir cette pilule en pharmacie, de garantir l'application systématique du tiers payant et d'automatiser la facturation de la prise en charge à 100% des spécialités pharmaceutiques concernées. Ce qui reste à déterminer, c'est de savoir si on maintiendra la prise en charge au titre de la prévention pour les mineurs, sachant que pour les majeurs, ce sera une prise en charge sur le risque. Donc, EXO 7, EXO 3, on ne sait pas encore, mais c'est en cours de détermination. Alors, l'autre évolution qui donnera lieu également à un avenant, ce sera l'avenant 33, c'est l'évolution centre de santé, transmission du RPPS des exécutants salariés. Donc, cette évolution, elle répond à un double objectif. Le premier, c'est de satisfaire à la réglementation en vigueur qui prévoit que le facturant doit transmettre son identifiant dans le flux de facturation. Ce facturant, quel qu'il soit professionnel de santé, libéral, salarié ou structure. Donc, c'est l'article R161-42 du Code de la sécurité sociale qui pose ce principe depuis longtemps déjà. Et le deuxième objectif, c'est de satisfaire à l'avenant 9 de la Convention médicale qui encadre la pratique de la télémédecine. Cette télémédecine, l'objectif, c'est qu'elle se passe dans les meilleures conditions de qualité, tant pour le professionnel que pour le patient. Et il faut aussi préserver, garantir quand même qu'il y a un minimum de temps présentiel de consacré aux consultations médicales. Donc, l'avenant 9 est venu poser une mesure qui fixe un seuil de pratique de la télémédecine. Aujourd'hui, ce seuil est fixé à 20%. Il pourrait évoluer dans le cadre des négos en cours. Et ce seuil, s'il n'est pas respecté, le professionnel s'expose à des sanctions conventionnelles. Donc, l'objectif de l'évolution, c'est effectivement de permettre la transmission dans le flux de facturation de l'identifiant RPPS, puisque jusqu'à présent, le RPPS est en déploiement progressif. Toutes les professions ne sont pas encore concernées, mais d'ici fin 2023, toutes les professions de santé le seront. Aujourd'hui, on identifie numéro AM. Demain, ce sera RPPS. Donc, la modalité d'identification dans le cadre de cette évolution, ce sera le RPPS des professionnels, notamment du salarié, qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et l'évolution consistera donc à faire en sorte que le RPPS soit renseigné dans la facture
Il devra correspondre à celui de l'exécutant, donc quel que soit son statut. Et le code spécialité utilisé pour la facture correspondra au code spécialité du PS exécutant, qu'il soit salarié ou libéral. Donc, l'avenant 33 est en cours de bouclage, puisque sa diffusion, elle est assez imminente, il me semble. Voilà. La semaine prochaine, a priori, on n'a pas été trop mauvais au moment où on a fait les slides. Ce sera donc mi-2022. Troisième évolution en cours. Voilà. Alors, c'est un vieux sujet que vous devez sûrement connaître. C'est celui de la date de référence. Date de référence sur le volet assurance maladie obligatoire. La date de référence, comme vous le savez, c'est la date qui nous permet d'apprécier les droits du bénéficiaire au moment de la demande de remboursement. Donc, elle est vraiment utilisée en cas de changement de droit. Un bénéficiaire qui rentre en ALD ou qui en sort, qui bénéficie de la C2S ou qui en sort, etc. Ça donne lieu à des niveaux de prise en charge qui sont différents et cette date est vraiment importante pour déterminer le bon droit. Donc, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est que le constat sur le sujet, c'est que les dates de référence sont hétérogènes. On oscille entre la date de prescription, la date d'exécution. Donc, l'objectif, c'est de parvenir à retenir une seule date, quelle que soit l'AMO concernée. C'est pour cela qu'il y a eu un consensus interprétatif AMO sur le sujet, qui s'appuie sur des référentiels réglementaires et qui tend vers l'abandon de la date de prescription. Donc, la date retenue, qui sera retenue au final, c'est la date des soins. Donc, date des soins avec ses variantes, date d'exécution, date de réalisation, date de location, en fonction de la nature de la prestation concernée. L'évolution fonctionnelle qui est en cours, les travaux ont démarré, aura donc pour objectif d'aligner les SI. Aujourd'hui, il y a des divergences entre le SI des AMO et le SI Sésame Vital sur cette fameuse date des soins, donc date de réalisation d'exécution pour tout ce qui est actes isolés en série, frais pharmaceutiques, honoraires pharmaceutiques, LPP, analyse bio, et la variante date d'achèvement des soins pour les soins dentaires et les soins orthodontie dentofaciales. Alors, on passe à l'actualité conventionnelle avec un bref rappel sur ce qui a été signé. Ça n'a pas dû vous échapper, donc on va aller rapidement. L'avenant 9 convention à la convention des infirmiers infirmières, l'avenant 15 à la convention des orthoptistes. Pour passer à ce qui est sans doute le plus intéressant, c'est ce qui est en cours. Donc, nous avons les négo-médecins qui sont ouvertes le 9 novembre. Le contenu, je dirais, on tourne un peu toujours autour des sujets phares de la négociation de la convention médicale. C'est permettre à tous d'avoir un médecin traitant, libérer du temps médical, renforcer la coordination des soins, la délégation des tâches, favoriser et renforcer les soins non programmés, SNP, ça a été un sujet important au cours de la période 2022. Donc voilà le programme. La première séance de négo, ce n'est pas formidablement bien passé, d'après ce que l'on sait, mais on pense que tout le monde sera raisonnable et reviendra autour de la table assez rapidement pour poursuivre, sachant que la conclusion est attendue pour le 28 février. Donc, le temps est compté et on espère qu'ils aboutiront rapidement. Négo sage-femme aussi, avec la valorisation de l'accompagnement global et l'intégration du rôle de sage-femme référente. Et la négociation masseur-kiné qui a repris et avec le sujet de la nouvelle nomenclature sur lequel je sais que ceux qui sont concernés parmi vous se sont beaucoup investis. Donc, on espère que l'aboutissement de la négo de l'avenant 7 sera rapide pour concrétiser le travail que vous avez fait sur le sujet. La télésanté aussi sera à l'honneur dans le cadre de cet avenant, la démographie bien sûr, et la valorisation de la pratique à domicile. C'est l'un des thèmes là qui est négocié actuellement. Les négociations à venir en 2023, chirurgien dentiste, puisque la convention arrive à échéance. Donc, ce sera l'objet d'une négo pour une nouvelle convention. Et centre de santé, l'objet, c'est de transposer les dispositions de l'avenant 9 à la convention médicale dans l'accord centre de santé. Voilà, j'en ai fini moi, pour ma part.
Merci Sandrine. Je vais poursuivre sur la partie facturation libérale avec un point rapide sur le forfait structure et le forfait d'aide à la modernisation et l'informatisation du cabinet. Déjà, pour vous rappeler voilà, que depuis octobre, vous pouvez déclarer sur notre site, sur l'espace industriel, vos versions de logiciels. Je rappelle que c'est important puisque les professionnels de santé, vos clients, doivent remplir un certain nombre d'indicateurs déclaratifs sur Amélie Pro pour bénéficier du forfait structure ou du famille. Et ces indicateurs déclaratifs sont basés sur le nom et la version exacte du logiciel qu'ils utilisent. Donc, vous devez nous fournir la liste de ces versions. Donc, concrètement, ce sont des attestations sur l'honneur à renseigner dans votre espace privé sur l'espace industriel. Donc, pour ceux qui les ont fait les années précédentes, on a repris déjà ce qui est déjà renseigné et vous avez juste à mettre à jour. Et pour chaque version de votre logiciel, donc chaque version qui est déployée, hein, même si elle n'est plus commercialisée, mais tant qu'elle est encore utilisée par vos clients, précisez le nom, la version. Est-ce que c'est un logiciel métier, oui ou non? Est-ce qu'il est compatible DMP ou est-ce qu'il utilise un connecteur DMP? Et est-ce que c'est un logiciel d'aide à la prescription qui est certifié par l'HAS, sachant que ça ne concerne que le forfait structure, donc que les médecins. Donc, c'est à faire au plus vite puisqu'il faut que ça soit tout rempli avant l'ouverture de la saisie d'indicateurs forfait structure famille. Forfait structure, habituellement, c'est toujours à partir de début décembre. Donc, voilà, vous avez jusqu'à fin novembre pour renseigner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et puis, un petit rappel des versions de cahier des charges et des avenants qui sont requis pour bénéficier du forfait structure ou du famille, donc par catégorie. Donc, pour les médecins, c'est simple puisque c'est exactement comme l'année dernière, un DOM6 PCSC et puis trois avenants. Pour les autres catégories, en fait, peu de changements. C'est toujours un DOM7 et il y a juste 2 avenants supplémentaires, intégration de la Caisse française de l'étranger et le tiers payant généralisé. Voilà, donc j'ai remis pour mémoire également pour la partie auxiliaires médicaux. Voilà, ça clôt donc la première partie sur la facturation AMO en libéral. Maintenant, je vais passer sur la facturation AMO, mais cette fois-ci en établissement, avec deux sujets, la facturation des SSR en clinique privée et l'évolution des urgences pédiatriques. Alors, sur la facturation SSR en clinique privée, alors j'ai fait mes slides la semaine dernière. Et puis, il y a eu quelques changements. Voilà, vous avez peut-être vu la presse, puisque le ministère envisage de décaler la date de réforme de financement des soins de suite et réadaptation, qui est prévue aujourd'hui au 1er janvier 2023. Donc, ça serait décalé de quelques mois. Là, c'est en arbitrage pour avoir précisément le décalage. Et ça sera vu dans le cadre du PLFSS 2023. Je crois qu'il y a un amendement qui sera déposé lors du second passage à l'Assemblée nationale. Et donc, ça va décaler d'autant aussi le passage en facturation directe qui était au 1er mars 2023 et qui va se décaler puisqu'il est lié à la réforme de financement. Donc, ce que ça va changer, c'est que voilà, la date du 1er janvier va décaler, je ne sais pas jusqu'à quelle date, et a priori, la phase transitoire ne devrait plus exister puisque l'assurance maladie, elle, à partir du 1er mars, serait capable d'accepter la facturation directe. Et donc, ça va peut-être simplifier les choses, c'est qu'à partir de la mise en place de la réforme de financement, les établissements pourront basculer directement en facturation directe. Donc, sur la cible, et la cible est basée sur, donc c'est une facturation B2 basée sur les CFG du GES Habital ou le S3404 avec le mode opératoire S3404 actualisé qui vous a été diffusé. Et je le rappelle, puisque c'est une nouveauté, pour les logiciels de GAP clinique privée qui font la facturation soit de suite réadaptation, ils devront passer une certification au CNDA. Donc, un petit rappel voilà, sur la documentation qui est à votre disposition pour développer tout cela. Les CFG facturation SSR clinique privée, donc, qui sont disponibles depuis le 9 mai.
Voilà, il y aura prochainement une version mineure qui va être publiée, puisqu'on voilà, on a fait quelques ajustements, quelques précisions suite à la publication des cahiers de test du CNDA. En complément, vous trouvez sur les espaces industriels du GE un certain nombre de documents complémentaires, la norme B2, le mode opératoire du S3404, les descriptions des fichiers de GMT, du CD, etc. etc. Et vous pouvez toujours consulter le support, la vidéo qu'on avait faite lors de la formation qu'on avait fait le 13 mai. Côté certification CNDA, donc la grande nouveauté, c'est que la certification au CNDA est ouverte depuis le 7 novembre. Donc, le package de test est disponible sur le site de CNDA. Attention, pour récupérer ce package de test, vous devez signer au préalable le protocole de test de la facturation SSR en clinique privée, donc que vous pouvez télécharger sur le site de CNDA. Vous le signez, vous le renvoyez et le CNDA vous donne le lien pour télécharger le package de test. Pour rappel, on vous avait déjà fourni en avance les scénarios de test et l'ensemble des éléments de test qui permettent de vous préparer. Donc, vous n'allez pas découvrir énormément de choses. Là, maintenant, vous allez découvrir exactement les 4 tests précis que vous allez devoir passer au CNDA. Et on a déjà 3 éditeurs qui ont annoncé le dépôt de leur dossier de test d'ici la fin de l'année, donc qui ont commencé leur développement, voilà, et qui vont bientôt se présenter au CNDA pour être certifiés et ensuite pouvoir déployer leur logiciel en clinique privée. Donc, on est bien sûr à votre disposition. Côté GIS Invital, notre support, voilà, sur toutes les questions qui concernent les CFG facturation et donc voilà, les règles de gestion, et le CNDA sur toutes les questions qui concernent le package de test et la procédure de certification. Un autre point lié à la facturation en établissement, c'est une évolution du financement des urgences qui va s'appliquer à partir du 1er mars 2023, qui concerne la prise en charge des urgences en pédiatrie, avec deux mesures. D'une part, la création d'un forfait spécifique pour la tranche d'âge 0-3 mois, donc qui s'appellera le FU0. Donc voilà, le FU1 qui était jusqu'à présent entre 0 et 16 ans va être découplé en deux, un forfait spécifique 0-3 mois et le FU1 qui va être maintenant restreint aux 3 mois à 16 ans. Et la deuxième mesure, c'est la création de 2 suppléments pédiatriques, PE1 et PE2, voilà, qui correspondent selon le type de diagnostic fait. Et donc qui sera associé au forfait FU0 ou FU1. Voilà, sachant qu'on ne pourra pas facturer les 2 suppléments, hein, c'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, ces suppléments sont compatibles avec les autres suppléments SUM, SU2, SU3, etc., qui sont déjà prévus aux urgences. Donc, tout ça voilà, sera précisé. On publiera, je pense, d'ici la fin de l'année, une nouvelle version des CFG, donc de FIDES et MCO en clinique privée, qui précisera exactement l'application de ces nouveaux forfaits et nouveaux suppléments. Voilà, donc on a fini la partie facturation AMO. Alors, je vais continuer à prendre la parole, mais à partir maintenant sur la partie facturation complémentaire, à la fois ville et établissement. L'idée, c'est de faire un rapide panorama en fait, de l'ensemble des services et de l'ensemble des spécifications que le GIE met à votre disposition pour intégrer les services de la facturation complémentaire dans vos logiciels, que ce soit en libéral, donc pour les médecins, auxiliaires médicaux, sages-femmes, centres de santé, depuis peu pour les dentistes aussi, et puis l'avenant 23 qui s'adresse à l'ensemble des catégories, et aussi en établissement avec le dispositif ROC, remboursement des organismes complémentaires, la version V1 qui s'adressait aux établissements publics pour le domaine MCO, et la version V2 qui est l'extension au SSR, au PSI et aux cliniques privées. Et puis, il y a un document qui est commun aux deux mondes, qui est comment lire le code de data matrix AMC. Donc, il explique comment décoder le data matrix que vous trouvez sur les testations AMC, donc qui est normalisé et qui permet de récupérer par un simple flash le numéro complémentaire, le type de convention et le code CSR. Ce document-là ne nécessitant pas d'autorisation au CNDA, vous le prenez, vous l'implémentez et vous pouvez
le mettre en œuvre sans problème dans vos logiciels. Donc, je vais faire un petit panorama pour juste donner un point de situation sur chaque service. Sur la partie CLAMC Ville, donc pour la partie médecins, auxiliaires médicaux, centres de santé et sages-femmes. Donc, ces services sont ouverts, opérationnels 17, la version de référence 604. Et on a déjà 18 logiciels de 11 éditeurs différents qui sont autorisés. Et ces 18 logiciels représentent quand même 50%, la moitié des professionnels de santé concernés. Voilà. Et on a chaque mois près de 6 000 professionnels de santé qui utilisent les services en ligne AMC pour faire de la DRE, pour calculer les montants remboursés par la complémentaire et faire de la DRE. Si ça veut bien avancer, ça ne veut plus avancer. Voilà. Pour les dentistes, les CLAMC dentaires, c'est la nouveauté de 2022 puisque les spécifications éditeurs ont été diffusées en mars 2022. La version de référence, c'est la version 2.0 qui a été publiée en juillet, début juillet, en même temps que l'ouverture de l'autorisation en CNDA. Et on prévoit d'abord une phase pilote donc au cours du premier semestre de 2023, sachant qu'on a déjà plusieurs éditeurs qui ont signé les conditions particulières au CNDA et donc qui ont démarré leur développement. Et de l'autre côté, plusieurs AMC qui ont démarré aussi le développement pour accepter les appels services en ligne AMC pour le dentaire. Et voilà. Il ne veut pas. C'est bien. Non. Ah, voilà, bon. Je pense que la Zapette commence à fatiguer. On l'a un peu trop sollicité ce matin. Pour finir sur le libéral, côté facturation complémentaire, l'avenant 23 au cahier des charges Invital qui permet de récupérer l'adresse d'envoi de la DRE en appelant l'annuaire AMC, donc qui permet de se passer des tables de convention. Donc, c'est un avenant qui est applicable à l'ensemble des catégories de professionnels de santé, pas uniquement ceux pour lesquels il y a des services en ligne AMC, qui a été publié en décembre 2020. Et là, on a quand même un très grand nombre de logiciels, 163 logiciels, près de 100 éditeurs qui sont agréés et qui représentent la moitié des processus de santé. Et on a plus d'un quart des processus de santé qui sont équipés d'un logiciel compatible qui utilise l'annuaire AMC pour récupérer l'adresse de la DRE. Je ne sais pas comment se faire. Merci. Sur la partie établissement, donc c'est ROC, remboursement des organismes complémentaires, donc qui est la facturation complémentaire en établissement. La version V1, c'était la facturation en établissement public pour le domaine du MCO, donc, qui est ouvert depuis 2021. Donc, la version de référence, c'est le package 1.04. Et on a déjà 5 éditeurs de GAP qui sont autorisés, qui représentent un potentiel de 60% des établissements. Et on a déjà 10 établissements qui font des DRE en ROC V1. Voilà. Et ça continue à augmenter, voilà, sans oublier ceux qui étaient déjà en expérimentation ROC, donc en version V0, la 56. Donc voilà, on a quand même un nombre pas mal important d'établissements qui font de la facturation ROC. Et la nouveauté, c'est l'extension au domaine à la fois SSR, psy et également aux cliniques privées, avec les CFG qu'on a publiés le 22 juillet, donc la version 2.00.00. Alors, il y aura une prochaine version qui va être publiée, je pense, d'ici la fin du mois, voilà, avec des éléments complémentaires, des choses qui n'avaient pas été précisées en juillet sur la communication patient, sur l'annulation de factures et puis quelques corrections mineures. Côté CNDA, là, il travaille pour mettre en place l'ouverture de l'autorisation. Donc, il va se faire au cours du premier semestre 2023. Le planning est en cours de construction. Donc, les dates vous seront annoncées prochainement. Et on prévoit en 2023 2 pilotes également. Un premier pilote pour le domaine SSR et PSI en établissement public
et puis un second pilote avec la FHP en clinique privée. Voilà, donc j'ai fini cette partie facturation AMC, donc plutôt centrée sur les spécifications, les services que le GIE, les spécifications que le GIE publie. Je vous invite à suivre le webinaire qui aura lieu demain de 11h30 à 12h30, où l'Inter-AMC va vous présenter les services, mais plus du point de vue utilisateur, voilà, montrer avec des témoignages voilà, à la fois de PS libéraux et d'établissements qui utilisent les services AMC au jour le jour. Donc venez nombreux, connectez-vous nombreux au webinaire demain. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça. Non, c'est pas la vidéo, c'est pour demain. Voilà, on peut faire teasing, mais c'est pas maintenant. Voilà. Et puis je vais. Ben, je vais suivre. Donc, un petit point de situation sur ProPS. Donc là, une première vision synthétique de tout ce qu'on va suivre, nous, dans le cadre du programme ProPS. Donc, la partie logiciel de facturation et logiciel de téléservice de l'assurance maladie. Et puis, en fait, c'est la première partie. La deuxième partie, ça va être plutôt sur les composants d'accès et puis tout ce qui va tourner autour des systèmes d'exploitation et navigateurs. Et puis, la dernière partie, c'est plutôt sur tout ce qui va être lecteur, donc la partie matérielle. Donc, ce qu'on peut noter globalement, alors on n'a pas fait un point précis sur téléservice parce qu'il a fallu qu'on détaille chacun des téléservices. Donc là, c'est l'occasion aussi pour nous à chaque fois de faire une photo mensuelle et de pouvoir revenir vers vous par rapport à ce qu'on observe de notre côté et par rapport aux difficultés que vous pourriez peut-être rencontrer dans ce qu'on voit en termes de déploiement sur les logiciels. Bon, ce qu'on peut dire notamment, c'est que les parties logicielles de facturation, donc nous on attend du logiciel de facturation Addendum 7, Addendum 8, donc on est plutôt sur une dynamique très, très intéressante avec une grosse majorité des logiciels aujourd'hui compatibles PCSC. Ce qu'on peut voir par contre, et sur les parties, j'en ferai un petit focus juste après sur les parties OS et navigateur, où c'est un peu plus compliqué. J'en parlais donc juste après. Sur la partie composants ADSAM, donc qu'on vous met à disposition à chaque fois qu'on fait une livraison, donc c'est tous les 6 mois. Un point de vigilance, c'est que vraiment les dernières livraisons qu'on est en train de faire aujourd'hui répondent pleinement aux différentes modifications, exigences de sécurité récentes des OS et navigateurs qui sont en ce moment, il y a quand même une grosse actualité. Donc, je vous engage vivement à les installer si vous souhaitez le faire au niveau de vos clients PS pour qu'ils aient vraiment le niveau de sécurité, le dernier niveau de sécurité. On a eu cet été une petite alerte autour de l'usage de Chrome sur Amélie Pro. Donc, honnêtement, c'est vraiment un besoin pour les PS d'avoir les dernières versions de ces composants. Et puis, il y a un focus que je ferai aussi après sur la partie lecteur. Alors, le point qu'on a rajouté, c'est par rapport à tout ce qui est équipement de lecture pour l'appli carte vitale. Donc, c'est ce que vous voyez en bas à droite sur les lecteurs QR code et NFC. Alors, juste un petit focus sur le déploiement des lecteurs. Alors, le point positif que je soulignais, c'est que les lecteurs, au niveau des logiciels compatibles PCSC, il y a un large déploiement. Hélas, la partie logicielle n'est pas tout à fait au niveau, parce qu'on a 88% de logiciels compatibles PCSC, on n'en a que 32 lecteurs compatibles PCSC, 32% de lecteurs compatibles PCSC, donc il y a quand même un gros décalage, même si vous pouvez le voir sur les courbes, que l'augmentation actuelle des lecteurs PCSC plutôt. Alors, quand je parle lecteur PCSC, c'est lecteurs PCSC natifs ou les lecteurs LTL version 4 qui sont migrés en PCSC. Donc, on a en fait une augmentation qui est relativement régulière depuis plusieurs mois. Donc là je dirais que c'est un bon message. Là, ça commence à bouger sérieusement. Donc, c'est plutôt favorable. Comme vous pouvez le voir, en gros, aujourd'hui, si on fait la somme des lecteurs PCSC avec les DTL V4, on arrive quand même à plus de 75% en fait, de lecteurs qui sont
soit déjà PCSC, soit qui peuvent passer relativement facilement en PCSC. Donc, il y a plutôt une marge de progression intéressante. Et puis, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les lecteurs obsolètes, les vieux 3.0 qui datent d'un référentiel de 2003 et puis même les 3.30 sont vraiment en décroissance très notable. Donc, c'est plutôt bien. Alors, je sais que c'est compliqué pour vous de faire migrer en termes de lecteurs les PS, parce qu'ils sont très réticents à le faire. Quand ça marche, pourquoi changer? Mais c'est vraiment quelque chose qui risque d'être bloquant pour les PS assez rapidement, d'autant plus que, comme je vous le rappelle, il n'y a plus de support du GALS depuis la fin de l'année dernière. Voilà. Ah, ben voilà, autant Sébastien avait du mal à faire avancer, moi ça avance deux fois plus vite, bon, c'est pas grave. Juste deux points de vigilance. Le premier, c'est sur Windows. En fait, Microsoft va arrêter le support de Windows 8.1 en janvier, ce qui veut dire que côté assurance maladie, on va aussi arrêter le support dans les mois qui vont suivre. Aujourd'hui, ce qu'on observe, il y a quand même 46% du parc en Windows qui est en Windows.1. Donc, énorme point de vigilance. Ça veut dire que là-dessus, il faut vraiment insister auprès de vos PS pour faire les migrations. C'est vraiment important. On a une difficulté, je pense que tous les éditeurs qui font du Mac connaissent, c'est que la stratégie de Mac, d'Apple est assez en rupture continuelle, on va appeler ça comme ça. Donc, il y a toujours des... et notamment, là, je vois que par rapport à mon slide que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a eu déjà des changements, parce que je notais que Apple ne supportait plus Mojave 10.14 et puis le 32 bits, puisqu'il ne supporte que 3 versions. Là, ils ont fait la diffusion de la version 13 il n'y a pas très longtemps. Et là, on vient de voir qu'ils viennent de faire un ajustement de sécurité et ils ne l'ont pas reporté sur Catalina 10.15. Donc, ce qui veut dire dans le langage Apple, arrêt du support. Voilà, il n'y aura pas de message officiel, mais voilà, je crois que c'est une mise à jour qui a dû se faire tout début de cette semaine. On attend aussi de votre part, alors notre ami Bernard Monclus vous sollicite très régulièrement pour avoir un retour sur la compatibilité avec les composants ARM, les puces ARM de vos logiciels. C'est important parce qu'aujourd'hui, en fait, nous, de notre côté, on contraint un petit peu les CIS DNS à ne pas installer des versions sans savoir des versions de composants ARM sans savoir si vos logiciels sont compatibles. Par contre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir un décalage et plus le temps va passer, plus ça va être compliqué. Donc, on aimerait bien avoir votre retour pour nous dire, OK, notre logiciel il est pleinement compatible ARM et donc il n'y aura pas de problème pour les DNS pour installer les dernières versions de composants. Donc, je vous remercie de répondre aux multiples sollicitations de notre ami Bernard. Et après, juste sur Mac 13 qui est sorti, là par contre, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Il y a juste, en fait, sur les nouveaux accessoires USB, il pourrait y avoir des pop-up qui pourraient s'afficher où donc il sera un changement de comportement. Il n'y a pas de problème particulier, il faut juste valider, mais on sait que parfois pour des PS, juste un pop-up qui apparaît alors qu'ils ne sont pas habitués à le voir, ça peut les perturber. Donc voilà, c'est juste ça. On n'a pas de rupture de compatibilité par rapport à la passerelle qu'offre Apple pour pouvoir continuer à jouer avec les anciennes puces. Donc là, on avait ce point de vigilance sur Mac Distress, ça n'a pas été complètement désactivé. Donc on a encore pour quelques mois avec des solutions avec des solutions qui ne sont pas encore compatibles ARM, ça pourra continuer à fonctionner, mais point de vigilance, nous on s'attend à ce que ce soit la prochaine version à l'automne prochain. Et pour terminer, donc juste pour officialiser en fait les critères du millésime ProPS de 2023. Alors globalement, c'est ce qu'on avait en 2022. Là, l'exigence, ça va surtout porter sur le déploiement. Donc,
Comme vous pourrez le constater, on demande un déploiement un peu plus soutenu. Donc ça va être le principal point. Donc je vous laisserai regarder. Et on a essayé de dissocier aussi par rapport aux exigences, finalement aux exigences Ségur par rapport aux catégories. Donc il y a certaines catégories où on est un peu plus exigeant que d'autres, mais c'est vraiment lié à ce qu'on vous demande de manière générale. Donc logiquement, si vous êtes Ségur, il n'y aura aucun souci pour tenir tout ça. Le seul point qu'on rajoute, et c'est un point sur lequel on insiste fortement, dans le passé, en fait, on avait une stratégie de lecteur qui était vraiment facile à lire, c'est-à-dire il y avait l'homologation des lecteurs, et puis il suffisait de prendre un lecteur homologué et tout marchait bien. Là, aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'appli Carte Vitale, il est important que vous, éditeurs, ayez travailler en amont sur des solutions et les fassiez apparaître à vos clients pour qu'ils aillent vers un couple logiciel-matériel qui soit pleinement validé par vous et éviter que les PS achètent du matériel qui finalement ne marcherait pas bien. On est bien aujourd'hui sur des solutions de lecture qui sont auto-référencées et pas par des solutions homologuées comme par le passé. Donc, il y a toujours une dimension on n'a pas, nous, GIE, on n'a pas testé ce matériel au sens testé, tamponné. Voilà. Donc, on voit, nous, les matériels, mais on ne les valide pas. Donc, point de vigilance là-dessus. Bonjour, donc Marilyn Samba, maîtrise d'ouvrage au département Sésame Vital, en charge de l'accompagnement et du déploiement du programme ProPS auprès des professionnels de santé. Donc, je vais vous présenter l'arrêt des flux en addendum 2 bis et 3. Donc, comme vous le savez, nous poursuivons la démarche d'arrêt des flux télétransmis avec un équipement obsolète. L'objectif principal étant de migrer les professionnels de santé qui facturent en Sésame Vital vers des versions supérieures. Donc, ceci afin de fiabiliser la facture et permettre à ces professionnels de santé d'accéder à l'ensemble des fonctionnalités numériques disponibles dans l'exercice de leur métier. Pardon. Donc là, je vais vous présenter une synthèse en fait, donc, du calendrier. Donc avec en 2006 et 2007, la publication du cahier des charges en addendum 2 bis et 3. Donc début 2021, une première action avec l'arrêt du support technique par le GIE Sésame Vital. Et fin 2022, un accompagnement, donc l'accompagnement des PS par le biais des caisses primaires d'assurance maladie. Donc, cet accompagnement prendra la forme de communication écrite, c'est-à-dire des courriers ciblés avec suivi et un accompagnement par les SIS, donc sur le terrain. Donc, il a été également demandé donc pour les médecins proches de la retraite qui puissent bénéficier d'un accompagnement privilégié par les éditeurs et les SIS afin que ces derniers n'anticipent pas la fin de leur activité. Donc, l'arrêt des flux est prévu au 1er juillet 2023. Donc, à fin septembre, nous avions un peu plus de 3000 professionnels de santé en addendum 2 bis ou 3, plus d'1,7 million de FSE, de feuilles de soins électroniques par mois et plus de 68 500 demandes de remboursement. Donc ici, vous trouverez la répartition en addendum 2 bis. Donc les masseurs kinés sont plutôt très impactés. Et donc là, vous avez la répartition en addendum 3.
Donc, comme on peut le constater, les médecins généralistes et spécialistes sont fortement impactés. Donc, la prochaine étape, c'est l'arrêt des flux FSE en addendum 4. Donc, à fin septembre, nous avions plus de 11 000 pharmacies en addendum 4 et pas moins de 25 millions de feuilles de soins électroniques. Donc, pour mettre en place cet arrêt, nous avons commencé. Donc, en fait, il y a eu une première rencontre avec les syndicats de pharmaciens qui s'est tenue donc, fin octobre afin de les informer de la démarche. Et une rencontre qui sera donc programmée au mois de juin, donc en sachant que la date prévisionnelle est prévue au 1er janvier 2024. Voilà. C'est pas fini encore. Non, mais c'est bien. C'est le dernier sujet lié à la facturation et à ProPS, c'est le TLA et la mobilité, puisque voilà, on a engagé depuis quelques années quand même une migration pour passer des TLA, donc terminal lecteur applicatif, voilà, qui est un peu l'ancêtre des dispositifs mobiles, vers des dispositifs mobiles plus riches. Pourquoi? Parce que voilà, il y a trop de TLA encore sur le terrain et pas assez de dispositifs mobiles innovants. On rappelle le TLA, voilà, quelque chose de simple, mais trop simple, qui ne couvre pas l'ensemble de la facturation. Il ne permet pas de faire des RE, il ne permet pas d'appeler la DRI, il ne permet pas d'appeler les services en INMC. Il n'intègre pas les téléservices de l'assurance maladie. Vous ne pouvez pas faire d'arrêt de travail sur le TLA. Et les PS ont besoin, que ce soit en visite, mais également au sein de leur cabinet, au sein de leur lieu d'exercice, de dispositifs mobiles innovants. Je rappelle les échéances d'arrêt du TLA. Donc, au 1er juillet 2021, c'était déjà l'arrêt des homologations de nouveaux TLA. Donc, il n'y a plus de nouveaux TLA depuis le 1er juillet 2021. 1er juillet 2023, c'est l'arrêt de la commercialisation de TLA. En théorie, vous n'avez plus le droit de vendre des TLA à vos clients. Et l'arrêt de la maintenance et du support par le GIE au 1er juillet 2025. Donc, il est important de remplacer ces TLA par des équipements mobiles. Et pour cela, on vous accompagne et on a récemment créé et renforcé l'accompagnement en créant une cellule dédiée donc, au sein du programme ProPS dédié à la mobilité pour vous apporter toute l'expertise à la fois technique, fonctionnelle, sécuritaire et vous aider à mener vos projets, développer vos solutions de mobilité et déployer vos solutions de mobilité. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on contacte l'ensemble des industriels qui ont un logiciel avec une option TLA pour voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont prévu comme solution de mobilité, est-ce qu'ils ont déjà des choses dans les cartons et les accompagner, leur répondre à leurs questions. Voir leurs problématiques et faciliter les choses pour qu'au plus vite, ils puissent offrir des solutions de mobilité à leurs clients. Donc là, aujourd'hui, on a 20 éditeurs qui ont été consultés. Il nous reste 11 à appeler d'ici fin 2022. Alors, ce qui est rassurant, c'est que quand même la majorité pense avoir une solution. On a déjà anticipé les choses et pense avoir des solutions pour 2023, certains plutôt pour 2024. Et puis, on leur a demandé, est-ce que vous avez besoin d'aide et sur quoi vous avez besoin d'aide. Donc, certains disent, non, c'est bon, on est en cours, on sait comment aller. Et d'autres ont besoin d'aide. Alors, ça peut être des aides sur des aspects techniques. On peut vous aider sur des architectures, vous dire ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Faciliter aussi en lien avec le CNDA toute la partie procédure d'agrément, que ce soit le plus simple pour vous. Et c'est également aussi un accompagnement, des fois, avec la mise en relation avec des équipementiers, des fabricants de dispositifs mobiles qui peuvent être support à vos solutions de mobilité. On prévoit également sur l'espace industriel une rubrique dédiée à la mobilité au TLA.
Sur le catalogue produit, on a déjà les solutions référencées mobilité qui sont mises en avant. Voilà. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de toute question, n'hésitez pas à contacter cette cellule mobilité. Derrière, c'est Bernard Monclus pour l'aspect relations industrielles, c'est François Fafin pour l'aspect technique, voilà, qui sont prêts à vous répondre à vos questions, à vous accompagner, à faire les réunions, les audios, tout ce qu'il faut pour que le plus rapidement possible, l'offre de solutions de mobilité s'enrichisse et se déploie et remplace ces vieux TLA qu'on veut dans quelques années ne plus voir. Voilà, on a fini la partie facturation. Je ne sais pas s'il y a temps pour des questions ou pas. Oui, ah voilà, on a rattrapé notre retard. Mais je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être qu'il n'y a pas de questions. Alors, on va prendre en priorité des questions dans la salle, s'il y en a. Est-ce que quelqu'un souhaite profiter de la présence de nos 4 interlocuteurs pour poser une question en live? Monsieur Castello. Bonjour. Une question sur le référencement, la date de référencement qui devient la date de soin. Qu'en est-il de la DRI pour pouvoir facturer avec une date dans le futur, puisque la DRI s'arrête à la date du jour? Oui, alors justement, l'évolution, elle consiste à prendre la date du soin. Donc la date du soin, ça ne posera pas de difficulté dans ADRI. Aujourd'hui, ADRI pose problème par rapport à la date de prescription, puisque le recul, c'est 1 an, c'est pas plus. Et parfois, on peut être bien au-delà. Donc il y a un vrai sujet sur la date de prescription. Avec la date des soins, on n'aura plus ce problème. Alors, pour un certain nombre de professionnels de santé, dont les infirmières, la facturation peut se faire avec une date dans le futur, généralement 1 jour. Et l'ADR s'arrête à la date du jour. Alors, la date dans le futur, moi, je ne comprends pas trop bien le concept de la date dans le futur. C'est le cas, en fait, qui reste à traiter, mais c'est pour ça que cet avenant, on met un peu de temps pour le publier. Le cas des infirmières qui préparent leur facturation la veille ou l'avant-veille, en fait, de faire signer le dernier soin. On va trouver comment faire avec ADRI. Mais c'est le point un petit peu compliqué. Le point bloquant. Voilà. Pas bloquant, à traiter, compliqué. De référence à ce que vous évoquez, donc oui. Ouais. En tout cas, moi, je ne connaissais pas ce cas. Je ne suis pas sur ADRI, donc j'en discuterai avec le chef de projet ADRI. Mais effectivement, je pense que c'est un sujet un peu connexe sans doute, mais pas forcément déterminant par rapport à l'évolution date de référence AMO. Alors, une autre question peut-être? Non? Alors, peut-être Manon, on a pas mal de questions en distanciel, on va les prendre. Alors, première question en distanciel, quand est-ce que le dentaire sera dans ROC? Alors, pour moi, je pense que je pense que ça couvre. Alors, ROC, c'est vraiment la facturation en établissement pour les séjours hospitaliers, pour le public et bientôt pour les cliniques privées. Alors, si dans le cadre, ça, je connais peut-être moins l'aspect séjour, mais si dans le cadre, il y a des soins dentaires dans le cadre d'un séjour, oui, c'est pris en charge par ROC. Voilà, mais non, je regarde Morgane. Je vais vous passer le micro parce que sinon, en distanciel, ils ne vous entendent pas. Bonjour à tous, Morgane Langlois-Gauthier pour l'Inter-AMC. Sur la version actuelle et la version qui est en cours sur la V2, ce qui est déjà inclus au niveau des soins dentaires, c'est l'exhaustivité des soins en dehors de la pose de couronne et de l'implantologie qui est, à notre connaissance, réalisée dans très peu d'établissements dentaires. Nous attendons d'éprouver l'offre dentaire de la ville vis-à-vis des chirurgiens dentistes
pour pouvoir se baser sur ce retour d'expérience, pour pouvoir enrichir la toute petite dernière fonctionnalité qui manquerait au dispositif ROC pour les établissements hospitaliers qui feraient de la pose de couronne ou des implants. Donc, c'est quelque chose qu'on voit plutôt à horizon 2024. Merci. Et une toute dernière question. Concernant la dispensation à domicile par l'officine, quand sera publiée la fiche réglementaire pour la partie facturation de la rémunération de l'accompagnement? Oui, mais alors avant de rentrer concrètement dans ce sujet, moi je voudrais rappeler une chose, c'est que les fiches réglementaires, elles ne sont diffusées que quand elles peuvent l'être, c'est-à-dire quand les textes le permettent. Donc une fiche réglementaire qui n'est pas diffusée, malgré parfois les demandes très insistantes des professionnels, bah, c'est parce qu'elle ne peut pas l'être. C'est le cas là actuellement de l'accompagnement femme enceinte pour les pharmaciens. Qui nécessite l'évolution d'un texte. Niveau législatif, selon le ministère, ils viennent de nous envoyer une lettre de couverture qui va nous permettre de régler le problème. Et pour ce sujet-là, on doit être dans la même situation, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore tous les textes qui permettent aux pharmaciens de s'investir sur le sujet, d'où la non-diffusion de l'AFR. Eh bien, merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à notre dernière table ronde. Donc, David, qui nous accueillons maintenant? Vous avez récupéré le temps perdu, vraiment, merci à vous. Donc là, maintenant, on part du côté, c'est la Dream Team de l'innovation que j'appelle d'ailleurs. Céline Griener, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez la découvrir. Marc, qui est déjà intervenu ce matin, Marc Loutrel, et puis Antoine de Marassé. Donc, voilà, vous avez une demi-heure, même un peu plus,